Bonjour à tous, c'est le live, 19h heure française, 18h heure algérienne. Donc comme d'habitude, trois petites choses. D'abord, je reviendrai sur le mémoire d'une jeune fille pied noir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé dans un précédent live, mais ça doit remonter à 2 ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc j'ai reçu le mémoire, elle me l'a envoyé, et j'ai jeté un œil là-dedans. Il y a des petites choses intéressantes, donc je vais vous lire un petit passage que j'ai conservé. Ensuite, on parlera de cet homme-là, qui est quand même très particulier. Hier, on était dans Juan Bastos, c'était la grande épopée entrepreneuriale. Ici, c'est une espèce de grande épopée d'un type tout à fait bizarre. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais essayer de faire court. Et puis, je reviendrai à la fin sur cet article-là que j'ai partagé et qui m'a fait sourire. C'était donc les Oranais aiment-ils leur ville? Alors, on attaque avec un petit morceau du mémoire de cette jeune fille qu'elle m'a envoyé hier, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, elle écrit dans son mémoire, comme nous l'illustrent les différents outils énumérés précédemment, il existe bel et bien un lien entre l'Algérie française évoquée par les aïeux et le quotidien des descendants de pieds noirs. Salut Dan! Mais ce dernier est particulièrement complexe, c'est-à-dire le lien entre les aïeux qui ont connu l'Algérie française, les pieds noirs et les descendants. Mais ce dernier est particulièrement complexe car les descendants ont en tête un pays qu'ils n'ont jamais connu. Ça, c'est déjà un point qui est crucial, c'est que nous, on est dans l'imaginaire. L'Algérie française étant réellement un pays, entre guillemets, à part entière, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui, en effet, était un pays, et c'est bien pour ça souvent que les pieds noirs ne veulent pas y retourner, c'est que ce pays-là qu'ils ont connu, il n'existe plus, il a été remplacé en quelque sorte par un autre pays. Salut Rafik, à part entière, mais qui pourtant est présent constamment, ça c'est sûr, dans la mémoire des pieds noirs, présent constamment, au travers de divers aspects qui font perdurer cette mémoire pieds noirs. Margot Vallard précise, et c'est une enfant, j'en ai tellement entendu parler, mais sans jamais y aller, donc c'est difficile de me faire une image du pays. Et ça c'est crucial, hein. Salut oui oui. Et ça c'est crucial, ça veut dire qu'elle est dans l'imaginaire. Et fondamentalement nous, nés après 62, mais alors on est dans l'imaginaire total. Et on entend des paroles qui nous arrivent, et puis on est avec des images, des petits spots comme ça. Et on ne sait pas très bien à quoi ça ressemble, c'est pour ça que de mon point de vue, mais c'est crucial d'y aller pour s'enlever toutes les images fantasmagoriques qu'on peut avoir dans la tête. Il s'opère dans la majorité des cas une forme de transmission, comme l'évoque Alice Vallard. Forcément, mes grands-parents m'ont transmis des choses, peut-être plus dans la façon de s'exprimer parfois, ou de voir les choses, mais c'est difficile de faire la distinction, d'être précis. Ouais, c'est difficile, en effet, de savoir quand on entend parler ce qui est de l'ordre de l'Algérie, puis ce qui est de l'ordre de la personnalité. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a questionné quand j'étais adolescent, peut-être, ou peut-être plus tard, c'est qu'est-ce qui est dans mes grands-parents de l'ordre de l'Algérie, qu'est-ce qui arrive de là, et qu'est-ce qui est de l'ordre de leur personnalité à eux. C'est pas évident, hein. Mais cela n'est pas forcément signe d'une volonté de transmettre une culture à proprement parler. C'est clair pour moi que les pieds noirs n'ont jamais réellement cherché à transmettre quelque chose, mais en revanche, dans leur façon d'être, il y avait des choses qui étaient transmises de manière très involontaire, bien souvent. Hein. Mais bien de réaffirmer la présence de l'Algérie française dans la mémoire collective, de peur d'oublier qu'elle fut bien réelle. Ça, c'est un vrai problème aussi. Les descendants perçoivent alors simplement l'Algérie comme une présence. Concernant la cuisine, par exemple, les membres de la famille étaient passifs, car ma grand-mère faisait tout et n'était pas dans la transmission, plutôt dans la démonstration. Et ça me paraît quelque chose d'assez essentiel à comprendre, c'est que de mon point de vue, il n'y a pas de transmission. Du moins dans les familles, il n'y a pas de transmission. Je n'ai pas l'impression que les gens cherchent à transmettre, en revanche, ils font des choses. Et donc ils montrent des choses. Et nous, on se retrouve enfants confrontés à des comportements, des cultures, des façons de faire qui sont complètement éloignées de ce qu'on peut connaître. Salut Sarah! Complètement éloignées de ce qu'on peut connaître. Donc c'est une transmission, de mon point de vue, qui est indirecte. C'est-à-dire qu'on est confronté à des choses plus ou moins étranges. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, je vais chez ma grand-mère, et puis elle fait le couscous, la paella, des macroudes, et ainsi de suite.
Et dans le quartier du Moulin à Vent, comme j'en ai déjà parlé, bah, il y avait plein d'Espagnols partout, puis des mounas dans les boulangeries, etc., etc. Et quand on est gamin, il n'y a pas de volonté de transmettre. Quand il y a une boulangerie qui fait des mounas, il y a rien de, personne cherche à rien transmettre. En revanche, nous, en tant que gamins, on se retrouve avec des boulangeries où il y a des mounas. Et on s'est dit, c'est quoi ces mounas? Et on n'en voit pas nulle part ailleurs. Enfin, si, maintenant on commence à en voir. Hein. Mais enfin, dans les années 70, moi, les mounas, à part dans la boulangerie qu'il y avait à Perpignan, quartier des Moulins à Vent, ben, j'en voyais pas ailleurs. Hein. Donc c'est une transmission de mon point de vue qui est inconsciente. Et les gens, ils n'étaient pas là à essayer de me transmettre des choses. Hein. Concernant la cuisine, par exemple, tac, tac, tac. La proéminence de ce territoire, sans pour autant jamais réussir à le saisir complètement, va progressivement pousser les descendants à s'intéresser à leurs racines. Ça, c'est bien possible. Je ne sais pas si c'est ça qui pousse à s'intéresser à ses racines. Moi, fondamentalement, je pense que ce qui pousse à s'intéresser à ses racines, c'est quand il y a une personne qui meurt, tout simplement. Quand il y a une grand-mère, un père, une mère, moi c'est ma mère, il y en a c'est les grands-mères plus souvent, qui meurent, ben, il se passe quelque chose, clac, qui fait que ben, on commence à s'intéresser à ce pays-là qui remonte. Et de mon point de vue, c'est parce que les anciens ont fait... je suis là depuis le début, bonsoir. Oui, ok Marie-Ange. Je pense que c'est parce que les anciens font verrou, soit volontairement, soit involontairement, mais je sais pas, je pense que nous, enfants, on doit comprendre qu'il y a quelque chose là dont il faut pas vraiment parler, et quand il meurt, eh ben, ça remonte, tout simplement. Salut Valérie. Alors, dernier point, enfin deuxième point, ce monsieur qui est là. Alors cet après-midi, je vous ai montré un petit bout de film. Alors moi, j'étais tout content de le découvrir parce que ce bonhomme-là, il s'appelle l'abbé Lambert. Alors l'abbé Lambert, c'est un type qui est complètement hors norme hein, dans le paysage oranais. Moi, je le voyais assez souvent, mais j'étais jamais allé plonger dans son histoire à lui. Je sais pas trop pourquoi, parce qu'il m'inspirait pas. Et pourtant, j'ai une personne de ma famille que j'ai connue moi quand j'étais gamin, qui était en fait le second mari de mon arrière-grand-mère, qui a travaillé à la mairie, hein, puisqu'il a été maire d'Oran. Hop, il a été maire d'Oran. Ce type-là, avec la soutane et le casque colonial, il a été maire d'Oran entre 34 et 41. Et Valérie, on t'écoute toutes dans la voiture. Oh là là, quelle catastrophe. Donc, ça va me déconcentrer ça. Donc, ce type-là, il a été maire entre 34 et 41. Et en fait, le deuxième mari de mon arrière-grand-mère, il travaillait à la mairie. Et d'après ce que m'a dit mon père, il m'a disait, mais lui, il était fou amoureux de l'abbé Lambert. Bon, et apparemment, lui, il y en avait plein qui étaient fous amoureux de ce bonhomme-là. Et moi, j'avais quelques idées en tête, que tout le monde a en tête. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un vrai curé, ce mec? Parce que c'est à peu près tout et n'importe quoi. Partout je lis un curé défroqué. Bon, ok. Deuxième point, ce type-là, il s'est fait élire parce qu'il est censé être sourcier, c'est-à-dire il cherche de l'eau. Donc la vraie question que je me posais, mais c'est est-ce que il cherche vraiment de l'eau ou est-ce qu'il s'est fait élire comme ça en arnaquant tout le monde? Donc ça, j'avais un petit peu de truc. Ce que je savais, c'est qu'il était super antisémite. Donc je voulais voir un petit peu à quel point il était antisémite et j'ai pas été déçu du voyage, mais en fait j'ai été un peu surpris quand même par le début parce qu'il l'a pas forcément été tout de suite. Et la dernière question que je me posais, c'est est-ce que ce bonhomme-là, il a fait quelque chose pour Oran, pour la ville d'Oran, ou est-ce que voilà, c'était un espèce de grand arnaqueur d'une grosse esbrouffe et qu'il a rien fichu pendant 7 ans qu'il est resté maire. Bon, donc c'est toutes les questions que je vais vous poser, que je vais me poser, et en fait je me les suis posées parce que il y a Abdelkader Djemaï qui vient de sortir ce livre-là. Ça vient vraiment de sortir, là, c'est tout récent. Hein. La vie presque vraie de l'abbé Lambert. La vie presque vraie de l'abbé Lambert. Bon. Et lui, il écrit derrière. Alors lui, il avait déjà écrit ça. Et ça, je vous le conseille vraiment. J'en reparlerai peut-être. C'est le livre Camus à Oran. Et c'est génial ce livre, hein, parce que, bon, évidemment, on a tout Camus à Oran avec plein de photos et tout ça. Donc il est très très bien. Et il écrit là maintenant Abdelkader Djemaï. La vie presque vraie de l'abbé Lambert. Et il écrit, il aimait, alors en 4e de couverture, il aimait l'anisette, l'argent, la renommée, peut-être Dieu. Et hélas pour lui, un peu trop les femmes. Donc ça, c'est vraiment les clichés qu'on a sur l'abbé Lambert. Défroqué, mais vêtu de son éternelle soutane noire, sourcier réputé, raciste et antisémite à l'occasion, l'abbé Gabriel Irénée Séraphin Lambert était un personnage pour le moins sulfureux.
Sollicité dans les années 1930 pour prospecter de l'eau en Algérie, il a eu le temps d'enlever la femme de l'instituteur du village où était né Saint-Augustin, on y reviendra un tout petit peu, avant de poser ses valises et celles de sa maîtresse à Oran pour trouver de l'eau douce. Défrayant par son comportement exubérant la chronique locale, il devient maire de la ville entre 34 et 41, année où il est démis de ses fonctions par le maréchal Pétain, qu'il admirait pourtant, au même titre que Franco et Hitler, auxquels il consacra des ouvrages. L'abbé Lambert, l'homme à la robe noire, est mort religieusement dans son lit à 79 ans à Antibes. Et comme il est né en 1900, il est mort en 1979. Mais moi, je vais vous en parler juste jusqu'en 1940. J'ai vu un peu ce qui s'est passé après. Il revient un peu dans la politique, mais enfin, il fait plus grand-chose. Et en 1962, il se retire en France, et puis il fait plus grand-chose non plus, sauf qu'il revient quand même dans les ordres, en résumé. Donc, est-ce que ce bonhomme-là était vraiment un curé? Ça, c'est déjà la première question que je me posais. Est-ce que c'était un vrai curé, celui-là? Vu comment il se comportait, est-ce que c'était un vrai curé? Oui, et en même temps, il y a eu des tas de problèmes. C'est un type qui fait... alors, juste pour le début, Gabriel Irénée Séraphin Lambert était originaire de Villefranche-sur-Mer, donc on est à côté de Nice, et il est né le 3 avril 1900. Donc c'est pas trop dur à retenir, il est de 1900, lui. Donc à chaque fois qu'on voit une date, on connaît son âge. Dans les années 20, il fait ses études au séminaire de Saint-Flour dans le Cantal, et ensuite, alors il est super intelligent et tout, mais déjà il est dissipé, d'accord? Et il va finir sa formation théologique à Toulouse, et ensuite il va se retrouver curé au niveau de Toulouse, là. Sauf qu'en fait, très vite, c'est un bonhomme un peu spécial qui tombe dans la radiesthésie. La radiesthésie, c'est, alors je vais essayer de lire un truc à peu près correctement, c'est le procédé de détection, c'est-à-dire qu'il va essayer de détecter sur la sensibilité des êtres vivants à certaines radiations qu'émettent différents corps. En résumé, lui, il commence à devenir sourcier, c'est-à-dire à chercher l'eau, et apparemment, franchement, il devient très très réputé. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard dans la question, est-ce qu'il était vraiment sourcier, ce bonhomme? Bon, là, pour l'instant, il est juste curé dans une paroisse au niveau de Toulouse, et il a cette activité parallèle. Et ça, au bout d'un moment, d'autant plus qu'il va commencer à écrire des livres, il va commencer à écrire des pièces de théâtre, il écrit Les mystères du sorcier, il fait une pièce de théâtre qui fait jouer, qui s'appelle L'apprenti sourcier, pas l'apprenti sorcier, c'est un petit jeu de mots. Et alors là, évidemment, l'Église, elle n'a pas trop aimé tout ça, et très vite, elle va l'interdire de sacerdoce, c'est-à-dire qu'elle va l'interdire de faire des messes, et ainsi de suite. Donc, déjà, en France, tout de suite, on est avant même qu'il arrive à Oran, parce qu'il arrive dans les années 30, salut Lidou, on y arrive dans les années 30, mais avant même qu'il arrive dans les années 30, il est déjà interdit de sacerdoce en France. Il va arriver en Algérie, à Oran, autour des années 30. En fait, il arrive en Algérie en 1930, mais il n'arrive pas à Oran. Il arrive ailleurs pour des histoires d'eau encore, parce que comme il est super réputé comme sourcier en France, il va être appelé en Algérie pour aller chercher de l'eau en Algérie. Mais il n'est pas encore à Oran. À Oran, il va y être en 1930, je ne sais plus combien, 33 peut-être, quelque chose comme ça. Et alors, tout de suite aussi, on verra qu'il cherche de l'eau à Oran et tout ça, et comme il trouve, ou il fait semblant de trouver, en tout cas c'est assez bizarre, tout de suite il a des problèmes avec l'Église pour la même manière, et très vite, en 33, il va être interdit de sacerdoce par l'Église d'Algérie, et terminé, il pourra pas. Mais lui, il s'en fout complètement, en fait. Il s'en fiche complètement. C'est pas le truc qui le branche, parce que lui, de toute façon, il a des ambitions politiques. Donc, est-ce que c'est vraiment un curé? Oui, c'est vraiment un curé, sauf qu'il a passé son temps à être interdit de sacerdoce. Donc, il a jamais fait de messe, enfin, si, il en a fait au début, mais en fait, il en a jamais fait ensuite, quoi. Deuxième question que je me posais, c'est est-ce que c'est un vrai sourcier, ce type? C'est un vrai sourcier. Alors après, on y croit pas. Moi, j'avais une amie quand j'étais, j'avais 25 ans, quelque chose comme ça. Et elle était à Saintes. Et à Saintes, là-bas, on est du côté de La Rochelle et tout ça. Elle m'avait promené dans la ville et elle m'avait dit, moi, je sens l'eau qui circule en profondeur. Je vais t'amener dans un endroit, tu vas me dire si tu sens. Parce qu'elle pensait que j'avais des petites possibilités de sourcier. J'ai rien senti, mais alors elle sentait tout quand elle se promenait dans les églises et tout ça. Bon, après, ce qu'elle me faisait marcher, je pense pas. Ça avait l'air super sérieux en tout cas. Bon, ben lui, super fort. Super fort, il va être appelé. Alors déjà, en France, très très vite, il récupère une énorme réputation de sourcier. Et encore plus dans le coin où il est né, du côté de Nice. Et il va être appelé en Algérie et il arrive en 1930.
Il trouve de l'eau à Montgolfier, ou Montgolfière, Montgolfier, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est entre Rélisane et Tiaret. Et bientôt, la notoriété va être hyper forte parce qu'il va en trouver un peu partout. Une notoriété hyper forte et il est mandaté, il est appelé par le gouvernement en général qui va lui demander de remplacer, euh, de remplacer une mission géologique qui a échoué parce qu'ils cherchaient de l'eau, ils n'en ont pas trouvé, et lui, il va en trouver. Et il y a 3 missions qui sont assez importantes. Il en a une à Kenchela du côté de Tunisie, il va trouver de l'eau. Il en a une du côté du plateau de Sersou, c'est-à-dire qu'on est au sud-ouest d'Alger et un petit peu à l'est de Tiaret. Il va trouver de l'eau là aussi. Il va en trouver du côté de Bonn. Il est appelé par le maire de Bonn. Il va en trouver à Bonn aussi. Bon, en résumé, il a l'air quand même de trouver véritablement de l'eau. Et quelque part, ça m'étonne pas, sinon je ne sais pas comment il aurait fait pour avoir un tel succès à Oran. Et évidemment, comme il trouve de l'eau partout dans l'est de l'Algérie, ben Oran, qui a son problème d'eau depuis toujours, je vous en ai parlé la dernière fois, parce qu'elle a de l'eau salée, ben Oran va l'appeler. Et alors, Oran ne connaît pas son malheur, parce qu'en fait, c'est le maire d'Oran qui va l'appeler, Paul Ménudier, si je me rappelle bien, qui lui est maire entre 31 et 34, il va l'appeler pour voir s'il ne peut pas trouver une solution au problème de l'eau à Oran, parce qu'à Oran, il y a la nappe de Brédéa, je vous en ai parlé la dernière fois, qui est en train vraiment de baisser, parce qu'on pompe, et puis il y en a de moins en moins, et puis en plus, cette nappe-là, elle se mélange avec l'eau salée de la Sepka, donc elle n'est pas géniale, donc ils appellent ce bonhomme, ils appellent l'abbé Lambert, et il va se mettre en quête d'eau douce. Alors il va partir, il va se promener un petit peu partout à Oran, il va essayer au niveau des Ben-Laren, sur la corniche, là, au niveau de Monte Cristo, on en parlait hier, il va pas en trouver. Il va aller à Tafaraoui, dans la plaine de Tiela, alors du Tlélat probablement, et en passant par la source de Noiseau, Pont-Albin, Ain Beida, Saint-Maur et tout ça, il trouve pas d'eau. Et irrésistiblement, par contre, son pendule le ramène vers Brédéa. Bon, évidemment, Brédéa, il y a de l'eau, hein, mais il va en trouver, il va aller chercher un petit peu plus au nord de Brédéa, entre Misserguine, par ici, là, et parce qu'il y a des espèces de canaux là souterrains qui circulent, et là, il trouve entre guillemets de l'eau, sauf que évidemment le maire il n'est pas très content parce qu'il estime que c'est pas très différent de Brédéa, qu'on pompe dans la même nappe, etc. Mais enfin lui, à ses frais, il va faire planter plein de puits là, il va ramener de l'eau douce. Sauf que le maire et tous les géologues lui disent oui, elle est douce là, mais enfin, bon, dès qu'on va pomper, ça va se mélanger avec l'eau de la Sepka, et puis ça va devenir salé, etc. Mais lui, il s'en fiche, il a trouvé de l'eau douce, et alors là, c'est là que ça commence, il va s'amuser. Bah oui, j'ai un petit truc que j'ai oublié de dire, c'est que quand même, le maire lui avait promis une prime alors je sais plus combien. Donc, une prime énorme, j'ai une coupure, je pense que vous avez une coupure, donc une prime énorme à l'époque, je ne sais plus combien, 500 000 francs, ou 2 millions, oui, 2 millions de francs, ce qui correspond en fait actuellement à quelque chose comme 10 000 euros. Et en fait, là où il a trouvé quand même de l'eau douce et tout ça, mais la mairie ne veut pas lui donner les 10 000 euros parce qu'elle considère que de toute façon, c'est pas de la vraie eau douce qu'il a trouvé, que ça va se mélanger comme Brédéa avec l'eau salée de la Sepka, et du coup, il refuse de lui donner ça. Donc lui, il va sauter sur l'occasion et il va s'amuser avec cette eau douce qu'il a trouvée quand même. Il va distribuer des bouteilles à tout le monde, il va payer la nisette en pagaille et il va commencer à se faire connaître comme ça. Et il dit aux Oranais, mais si, il y a vraiment de l'eau douce et le maire est en train de vous mentir, etc. Et donc, à partir de là, il va commencer sa campagne municipale contre le maire. Et alors, ça va être incroyable. Donc, deuxième question, est-ce qu'il est sourcier? Ben, il a quand même l'air d'être un petit peu sourcier, ce bonhomme. Hein. Il a quand même l'air d'être un petit peu sourcier sur les bords. Alors, on y croit, on n'y croit pas, c'est comment vouloir, mais enfin, apparemment, avant d'arriver à Oran, il avait trouvé de l'eau un peu partout, hein, et je ne sais pas comment expliquer ça. Bon, troisième question que j'avais, c'est est-ce qu'il est antisémite? Alors, comment dire, est-ce qu'il est antisémite? Non, c'est pas une question, parce que je savais déjà qu'il était antisémite, mais bon, je voulais plonger pour voir à quel degré exactement il était antisémite. Bon, alors là, c'est étonnant, parce qu'en fait, quand il commence sa campagne contre le maire, il la commence sur un mot d'ordre qui est pas du tout antisémite. Hein. Son mot d'ordre à lui, c'est, il prônait l'union dans la France, donc dans la France d'Algérie, là, des Arabes, des Juifs et des Néos.
Les néos, je vous rappelle, c'est les Espagnols qui ont été naturalisés en 1889 et qui sont devenus français, sauf que, évidemment, dans la population européenne, ils ne sont pas du tout considérés comme des Français à part entière. D'ailleurs, tous ceux qui sont naturalisés, c'est comme les Juifs naturalisés, ils sont considérés comme des moins que rien, en résumé, enfin, des moins que rien. Pas moins que les Algériens, à vrai dire. Mais en tout cas, dans la population européenne, et puis moi je parle que de la population européenne, hein, parce que il n'y a que ça que je connais un peu. La population arabe, après, c'est plus compliqué, puis je pense que c'est pas à moi d'en parler en fait. Hein. Donc, dans cette population européenne, ils prônaient l'union dans la France des Arabes, des Juifs et des Néos, ces Espagnols naturalisés et mal assimilés, de conditions modestes, souvent méprisés, et qui représentaient près de la moitié de la population d'Oran. Et là, il va commencer à faire sa campagne autour de ça. Donc il a tout le petit peuple espagnol, juif et même arabe là qui va le soutenir. Et à tel point qu'il va réussir à entrer dans le conseil municipal. C'est-à-dire qu'il va avoir 8 conseillers ou quelque chose comme ça. Et ça va être l'occasion d'une espèce de petite émeute. C'est-à-dire que lors du premier conseil municipal qui se passe en décembre 33, le maire, lui, il a tellement peur qu'il se passe quelque chose qu'il va fermer les volets et tout, il va faire la réunion à huis clos. Et du coup, il y a tous les gens qui sont dans la rue qui croient que le label Lambert qui se trouve à l'intérieur de la PS va se faire agresser et tout ça. Donc ils rentrent dans la mairie, ils font un gros bazar. Du coup, j'allais dire le huis clos, ils ouvrent les portes et tout ça. Il y a bagarre générale, il y a l'abbé Lambert qui se retrouve par terre, blessé de partout, il finit à l'hôpital avec du sang sur la tête. Et il va profiter de ça pour dire qu'il a été attaqué et ainsi de suite. Du moins, il y a ce bruit qui court et ça va remonter très haut à tel point que le maire il va être obligé de démissionner. Et du coup, derrière, il y a l'abbé Lambert qui va se mettre à faire sa campagne, puisqu'il va y avoir une nouvelle élection municipale. Il va faire campagne et il va très vite être élu. Donc le premier temps, j'allais dire, c'est que il fait quand même sa campagne sur les néos, les juifs, les arabes. Il dit tout le monde, il faut que tout le monde soit uni là-dedans. Mais quand il va être élu, alors ça c'est à 34 ans, le 12 mai 34, il va être élu. Et alors surprise, sur la liste, à lui, il n'y a que des néos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juifs, en résumé. Donc ça, les juifs, ils sont pas super contents. Et évidemment, ça va causer des tas de problèmes. Mais enfin bon, j'allais dire, pendant un certain temps, il va faire sa petite sauce avec que les néos, mais il dit quand même qu'il est là pour tout le monde. Donc entre 34 et 36, il n'y a que les néos qui sont des conseillers, c'est-à-dire les Espagnols, hein, qui sont des conseillers autour de lui. Et les juifs sont quand même mis à l'écart, même s'il n'est pas encore agressif à l'égard des juifs. Par contre, en 1936, il faut se rappeler qu'en France, c'est le Front populaire, et alors là, ça va être les grosses émeutes et tout ça, et lui, il va pas apprécier du tout la montée du socialisme là-bas, il va se déplacer à Paris, d'ailleurs, il y a une vidéo, il faudra peut-être que je vous la montre, quelque chose comme ça, où on le voit se promener à Paris, en soutane et en casque colonial, enfin bon, c'est délirant, et il va essayer de lutter contre la droite là-bas, mais enfin à Paris ils s'en fichent parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter, et il va revenir ici, et alors là il va se lâcher à fond contre les juifs. Je dois avoir 2-3 phrases là où on voit qu'il se lâche comme un malade sur les juifs. Faudrait que je trouve ça, tac tac tac, ces gens qui n'ont pas de terre de France à leur semelle de leurs souliers, hein, c'est-à-dire les juifs. Alors il y a d'autres phrases que j'ai pas notées, mais enfin là il se lâche quoi. Et là il est antisémite à fond et il ne retient que les néos. Résultat, dans toute l'Algérie, la droite nationale triomphe quand même, emportant 39 des 51 sièges à pouvoir. Le mois suivant, l'abbé Lambert transforme ses amitiés. Lambert, c'était un petit groupe, un petit mouvement qu'il avait fondé en amitié latine, qui reprenait le programme des unions latines du docteur Moll. Les docteur Moll, c'était le plus antisémite qu'on pouvait faire. Hein. D'ailleurs, il y avait le boulevard du docteur Moll, qui a été changé une fois que le docteur Moll, qui était maire d'Oran, très antisémite, est parti. Il a été changé de nom, il s'est appelé Stalingrad, là. Et il s'est appelé comme ça parce qu'on ne voulait plus de ce Moll là. Désormais, il s'en prenait ouvertement aux Juifs et au Front populaire de Camille Chotan et Léon Blum, qu'il qualifiait de manifestation d'impérialisme juif. Bon, et ensuite, en décembre 39, il va partir, il va se mettre en tenue militaire, et il va partir à la guerre quand même, et quand il revient, il va être maire pendant 1 mois, et après Pétain, il va le virer, et il reviendra plus beaucoup, tout ça. Alors, dernière question, est-ce qu'il a fait des trucs pour Oran? Est-ce qu'il a fait des trucs pour Oran? Mais il en a quand même fait un bon paquet. Déjà, le problème de l'eau, parce qu'il a quand même été élu sur l'eau, il a réglé le problème
C'est lui quand même qui a réglé le problème de l'eau douce en s'attaquant au barrage de Beni Badel, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour amener l'eau douce qui manquait dans la nappe de Bredea, pour amener l'eau douce depuis le barrage qui se trouve du côté de Tlemcen, là-bas. C'est lui qui a fait augmenter la hauteur du barrage pour que le bassin ait davantage d'eau, et c'est lui qui a mis en marche toutes les canalisations qui amènent ça à Oran. Donc il a quand même bossé pour l'eau, même si évidemment il n'a pas trouvé avec sa petite baguette magique de l'eau sous terre. Mais par contre il a quand même bossé pour l'eau. Hein. Et alors il a quand même fait plein de trucs. Hein. Je vous lis, il se consacrait à la gestion de la ville et entreprenait une politique audacieuse de grands travaux. Il démolissait les anciens murs pour ouvrir le somptueux boulevard des 40 mètres. Donc c'est le grand boulevard, c'est une espèce de couronne qu'il y a autour là. Il perçait la vieille muraille de l'enceinte espagnole à hauteur des lavoirs de Ras El Aïn, donc au niveau de la place des Quinconces là, et de la porte du Santon pour donner accès à la nouvelle route panoramique des planteurs. Donc c'est lui qui a construit cette route-là des planteurs. Il mettait en chantier les halles centrales qui ont été détruites, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans je crois. Hein. Les magasins généraux, ça je ne sais pas ce que c'est, il faudra me dire. La recette principale de la rue El Moungar, donc là je crois qu'on n'est pas très loin du boulevard Gallieni et du lycée La Mauricière. Le parc municipal, les marchés Michelet et La Mauricière. Et n'oubliez pas les indigents en créant la soupe populaire et en offrant la gratuité des livres scolaires aux élèves des écoles indigènes, quand même. Dan, lui, et quelques ouvriers. Ouais, peut-être bien, oui, c'est sûr. Quand même, c'est sûr. Il traitait avec la compagnie des dragages, je ne sais pas ce que c'est, la pose des réseaux d'égouts dans la vieille ville, le faubourg Lamure et les nouveaux quartiers de la Cressonnière, de la Mina et du Ravin Blanc. Ça, c'est les 3 ravins qui sont là. Il inaugurait le nouveau musée d'archéologie et lui donnait le nom de Maët. D'accord. Lui, il a été créé à partir du centenaire de la colonisation française en 1931. Avant. Et réaffecté au culte musulman. La mosquée Sidi El Ouari, tu entends? Oui, oui, c'est incroyable quand même. Hein. Il réaffecté au culte musulman la mosquée Sidi El Ouari, autrefois occupée par l'armée, chose que je ne savais pas du tout. Et étend le bénéfice des soupes populaires à tous les quartiers arabes, il fait rénover les cimetières des divers cultes et subventionner les clubs de jeunesse, les chemins ruraux, la reforestation, les réseaux téléphoniques. Et il supprime l'archaïque tramway d'Oran, à El Ansor et le remplace par une ligne de car confortable, sûre et rapide. Donc, mine de rien, il bosse quand même pour Oran, il fait des choses. Là où je me demandais si c'était un vrai maire, quand même il a fait des choses. Alors après, c'était un cas particulier, hein, et notamment un coureur, j'en ai pas parlé, mais enfin il a piqué la femme dès qu'il est arrivé en Algérie. Hein. Du côté de Constantine, là-bas, il a pris la femme de l'instituteur du village, et s'est récupéré, elle s'appelle Martine Rossignol, elle était d'origine corse, et c'est avec elle, quand même, qu'il arrive à Oran. Il arrive à Oran, alors qu'il est censé être un curé, il arrive avec la femme qu'il a récupérée de l'instituteur là-bas, il se pointe avec elle et il s'installe à l'hôtel à Oran avec elle. Bon, c'est quand même un type très bizarre, très spécial, très particulier. Bon, sur ces dernières petites paroles, je reviens 2 secondes sur ce que j'ai partagé là. C'était un article du journal de l'Oranais. Alors oui, il me dit, mosquée du campement, c'est devenu mosquée de Sidi El Ouari. Ouais, mais quand ça? Quand? Parce que alors tu vois, je crois, la mosquée du campement, ouais, je voyais bien, mais alors je pensais pas que l'armée, elle était restée là-bas si longtemps. C'est-à-dire que si je lis bien ce qu'il y a écrit là, il réaffectait au culte musulman la mosquée Sidi El Ouari, autrefois occupée par l'armée. Alors peut-être que c'est autrefois, mais enfin il la réaffecte au culte musulman. Question quand même, qu'est-ce qu'il y avait dans cette mosquée Sidi El Ouari avant que l'abbé Lambert il arrive? Bon, alors soit il y avait des militaires, soit il y avait autre chose, je sais pas. Alors c'est sûr qu'au tout début, hein, puisque il y avait même l'annexe de l'hôpital Baudins qui se trouvait là, et il y avait le campement militaire. Mais en 1930 ou 35, quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir là au niveau de la mosquée Sidi El Ouari? Je ne sais pas du tout. Donc, je reviens un tout petit peu sur cet article-là, qui était est-ce que les Oranais aiment leur ville? Alors c'est rigolo, hein, parce qu'il y a eu de tout, je crois. C'est-à-dire que je crois que tout le monde aime, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a qui aiment inconditionnellement, puis il y en a qui aiment, mais qui regrette qu'elle soit dans cet état-là aujourd'hui. Alors c'est sûr qu'elle est dans un état
qui est quand même pas super bien entretenu. Mais moi, je me suis toujours dit, alors c'est sûr que quand on y vit, ça ne doit pas forcément être évident, parce qu'il y a des problèmes, il y a des problèmes de toutes sortes. Mais enfin, moi, je trouve que quand je me promène dans cette ville, je trouve qu'elle a quand même, il reste quelque chose, il y a la classe quand même, je trouve. Je trouve qu'elle a la classe. Pour moi, en fait, Oran, je crois que je l'avais déjà dit dans un précédent live, pour moi, ça reste quelque chose comme une vieille dame qui a la classe, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des rides, hein, et c'est pas à comparer avec Bordeaux ou Paris ou je ne sais quoi. C'est une vieille dame qui a des rides, mais enfin bon, je trouve que elle a la classe quand même. Il reste des choses qui sont classe, et il y a par-ci par-là de la restauration. Alors je regrette juste une chose quand même, c'est que c'est à chaque fois qu'il y a de la restauration, ça reste coincé à chaque fois. Et ça me chagrine parce que je me dis comment ça se fait qu'à chaque fois qu'ils entament des travaux de restauration, ça reste coincé. Mais enfin, je suis super content, par exemple, qu'il y ait eu mise en place le tramway que j'ai testé cette année, parce que ça, je trouve que ça éclaircit toujours une ville et que ça permet quand même de bien circuler. Alors, je pense que c'est une ville que moi j'ai trouvée très vivante, et je pense que les gens ils aiment bien être dans cette ville là parce qu'elle est dynamique. Mais après bon, indiscutablement il y a quand même des problèmes, et il y a surtout un problème de conservation conservation du patrimoine, hein. Je voyais par exemple que devant la place de Cathédrale ils avaient dégagé le petit kiosque là pour soi-disant construire un espèce de parc, de jardin, quelque chose comme ça. Bon, on verra bien ce que ça donne. J'ai trouvé aussi, quand j'y suis allé la dernière fois, que ce qu'ils avaient construit, même si j'ai lu un article de Slama qui n'était pas spécialement content de ça, mais enfin, moi j'ai trouvé que ce qui était construit au niveau du front de mer, enfin un peu plus loin, un peu plus à l'est, au niveau de front de mer, ce nouveau parc-là, je le trouve quand même relativement réussi. Et apparemment, ils ont l'intention d'en construire d'autres, là où il y avait notamment les bus des castors et ainsi de suite. Donc bon, moi je trouve que ça reste quand même une ville assez dynamique, et je pense que ma foi, c'est une ville qu'on peut aimer, même si on peut regretter quand même qu'il y a un problème quoi, au niveau de la restauration. Hein, et au niveau de la conservation du patrimoine, ça c'est sûr. Bon, puis au niveau de la vie courante, c'est pas toujours évident, au niveau des ascenseurs, de l'eau et ainsi de suite, je trouve que c'est ce qui me gêne le plus en fin de compte. C'est les pauvres gens qui habitent au 14e étage et les personnes âgées et qui vont pas pouvoir grimper là-haut. Ça c'est quand même ce qui me chagrine le plus. Mais enfin bon, ça reste pour moi une belle ville hein, quand même. Bon, voilà ce que je voulais dire ce soir. J'ai essayé de pas dépasser plus que ça. J'espère que vous avez appris des trucs sur la Belle Amber. Moi, en tout cas, j'en ai appris aujourd'hui. Demain, je pense que je vais peut-être faire les patios de la marine. Et je pense que d'après-demain, peut-être que je ferai Camus à Oran. Parce que, comme ça m'a rappelé ce livre-là, et qu'il y a pas mal de trucs sur Camus à Oran, je pense que ça peut être intéressant de voir ça. Bon, voilà les amis. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez appris des trucs. On se retrouve demain, 19h heure française, 18h heure algérienne. Et je vous dis ciao.